On regardera ça peut-être un petit peu plus tard, mais pour l'heure, Marc Lécuyer de Cotisant est avec nous. Il y a beaucoup de choses à discuter encore une fois cette semaine. Marc Lécuyer, bonjour. Bonjour. Et surtout parler de Valiant. On ne peut pas passer à côté encore une fois. Oui. Semaine qui commence très forte pour Valiant. On va former un comité pour étudier exactement ce qui se passe entre Valiant et Philidor, qui est... Est-ce qu'on peut parler d'une filiale? Non? Oui, non? Bien, ça dépend. Ils consolident les états financiers, les résultats de Philidor à même Valiant. Pourquoi? Probablement parce qu'ils ont une option d'achat sur Philidor. Donc, selon les règles comptables, on est obligé de les consolider. Donc, on peut parler d'une filiale, je pense. Bon, là, M. Ingram, ce matin, a pété une coche, là, carrément. Là, il était pas de bonne humeur pendant la conférence, avec les analystes. Il a demandé carrément à la Securities and Exchange Commission de faire une enquête concernant Citron Research qu'il a qualifié de malhonnête comme rapport. Disons que ça fait mal. C'était fort aussi comme rapport en disant Valiant, gros point d'interrogation, Enron. Quand tu mets les deux dans la même phrase, habituellement, c'est pas très bon. Non, effectivement. Par contre, les analystes ont le droit à leur propre opinion. Par contre, pour les investisseurs, il faut savoir que l'objectif un peu d'une firme de recherche comme Citron, c'est de faire baisser les titres. Hein? On est du côté des vendeurs à découvert. Donc, il faut faire la part des choses. Par contre, pour ce qui est de Valiant, le meilleur moyen de combattre les vendeurs à découvert, c'est de livrer la marchandise. Je veux dire, ils se sont fait prendre un petit peu la main dans le sac là, avec les ententes qu'ils ont avec des divisions comme Philidor. Ils n'avaient pas été très transparents de ce côté-là. Ça peut être un petit peu de leur faute. Là. Ben alors, c'est peut-être pour ça qu'on veut mettre un peu plus de transparence, en tout cas, concernant ces transactions-là qui existent entre Philidor. Mais la majorité des compagnies, en tout cas distributrices de médicaments, fonctionnent un peu comme Valiant fonctionne. Oui, on l'a vu, entre autres, avec Abbott la semaine dernière. Oui, effectivement. Le cas n'est pas spécifique à Valiant. Là. Ça, c'est probablement généralisé dans le domaine pharmaceutique. Là. Bon. Alors, le titre a écopé. Il valait 346 $, pas plus tard que le 5 août dernier. On est à 151. On a perdu plus de 60 % de la valeur. On fait quoi avec ça? On le garde ou qu'est-ce qu'on fait avec Valiant? J'avais l'impression au début de l'été que c'était devenu, si tu n'avais pas de Valiant dans ton portefeuille, c'était pas un vrai portefeuille. Oui, bien, la pression était forte, surtout au niveau institutionnel. Hein. C'était tellement rendu une forte pondération dans l'indice canadien que les joueurs institutionnels n'avaient pas le choix d'avoir du Valiant parce que, on le sait, hein, on est évalué à chaque trimestre. Puis si on n'est pas dans Valiant, d'un titre qui avait très bien fait dans les dernières années, bien, on est pénalisé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions qui se posent. Je veux dire, la société n'avait pas été très transparente. Est-ce qu'il y a autre chose? On le sait, au niveau de la comptabilité, ils sont quand même assez agressifs. Donc, nous, personnellement, on évite le titre, même si c'est replié beaucoup. Pourquoi? Entre autres, à cause d'endettement. Quand même au-dessus de 30 milliards de dettes. Ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Oui, parce que ça a été fait par acquisition, c'est bâti par acquisition. Et la semaine dernière, lors des résultats financiers, il y a quelque chose qui me titillait un peu. C'est quand on a mentionné que là, on était sous observation par 2 États américains pour des hausses de coûts de médicaments. Et c'était dans le secteur neurologique. Et là, on pense même à se départir de cette division-là parce qu'il n'y a pas de croissance organique à l'intérieur de ça, sauf si on est capable d'augmenter les prix. Quand tu es rendu, tu dis ça dans tes états financiers, il y a quelque chose... Moi, ça me laissait comme un goût amer un peu. Oui, mais le modèle d'affaires de Valiant a toujours été controversé. Hein? C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Là, le titre réagit, mais même il y a 6 mois, quand le titre était à son sommet, ou même en juillet dernier, il y avait beaucoup de gens, des détracteurs, qui disaient que le modèle d'affaires n'était pas soutenable. Et là, bon, on voit la direction qui veut prendre une autre alternative, parce qu'aux États-Unis, on ne contrôle pas beaucoup les prix des médicaments. On le sait, hein, souvent, sont plus chers que partout ailleurs sur la planète. Par contre, les pharmaceutiques justifient en disant qu'ils investissent beaucoup en recherche et développement. Là, eux autres, c'est le contraire, ils coupent. Dans le cas de Valiant, c'était pas le cas. Donc là, c'est pour ça peut-être qu'on cible un petit peu plus Valiant en ce moment. OK. La semaine dernière aussi, dans les états financiers, on dit qu'il allait commencer à réinvestir aussi en recherche et développement. Ça, c'est une autre phrase à laquelle on n'était pas habitué chez Valiant. Une autre indication, là, que le modèle d'affaires n'est peut-être pas soutenable à long terme, là, le modèle d'affaires précédent. Oui.
Parce que, quand même, on prévoit 11 milliards de ventes cette année. C'est quand même une progression à 2 chiffres, là. C'est plus de 10 par année, là, facilement, en termes de ventes. On voit également une progression de presque 25 de son bénéfice net aussi. C'est quand même une très forte proportion. L'année prochaine, ça va être encore plus. On parle de 40 d'augmentation. Est-ce que ça, justement, ça pourrait être ramené à un niveau un petit peu plus bas? Oui, mais c'est le fruit des acquisitions. Si on n'a plus d'acquisitions, ça va être difficile de générer de la croissance, hein, parce qu'on investit pas en recherche et développement, on a peu de nouveaux produits. La plupart des produits qu'on a, ce sont des produits qui sont quand même dans des secteurs assez matures, donc pas en forte croissance. Donc, ça va être difficile par la suite, s'il n'y a pas d'acquisition, de générer de la croissance. Alors, comment, justement, on va satisfaire les investisseurs? Parce que là, il n'y a pas de dividende, hein, le primo. Est-ce qu'on pourrait se permettre de verser un dividende? Parce que ça génère quand même de l'argent, là. Hein? Oui, bien là, on parle de dividende, de racheter des actions. Je pense que la priorité pour Valiant, ça devrait être de réduire l'endettement. Utiliser les fonds autogénérés pour réduire la dette. Parce qu'ils doublent presque leur bénéfice net avec les fonds autogénérés. C'est 5,97 par action, c'est quand même pas mal. Là. Oui, oui. Du point de vue gestion, on ne peut pas trop reprocher de ce côté-là aussi. D'autres sujets, on va y aller tout de suite avec Dollar Tree. C'est un des titres que vous favorisez chez vous, chez Cotisant. Un titre qui a été malmené, par contre, au cours des dernières semaines. Il se passe quoi chez Dollar Tree? Qu'est-ce qui se passe chez Dollar Tree? Donc, c'était le 3e plus grand détaillant de magasins à $1 aux États-Unis. Et ils ont acheté le numéro 2, qui était Family Dollar. Oui. Et la transaction s'est conclue en juillet dernier. Donc, le titre est un petit peu malmené parce que les gens pensent que l'intégration va être difficile. Nous, on pense que c'est des activités assez connexes. Ça va être quand même assez facile. Ça va être long, mais ça devrait se faire d'intégrer Family Dollar dans le giron là, de Dollar Tree. Ça en fait le plus gros joueur aux États-Unis. Ils sont présents aussi au Canada, dans 5 provinces, environ moins de 15 000 magasins. Pourquoi Dollar Tree? Parce qu'on pense que dans le secteur du détail, on le sait maintenant avec l'Internet, plusieurs modèles d'affaires sont en changement. Dans le cas des magasins à $1, on pense qu'il y a encore un futur. Puis si on regarde les derniers résultats, on continue de générer une croissance là, par emplacement comparable dans le cas de Dollar Tree. Il y a un risque, puis c'est ça qui rend les gens un petit peu nerveux, c'est la dette. Ils ont financé une grosse partie de l'acquisition avec la dette. Donc ça, c'est à surveiller. Ils devraient normalement rembourser la dette assez rapidement. J'ai fait un comparable Dollar Tree puis Dollarama. Moi, j'aime tout le temps les comparer ces deux-là. Je regarde la progression de Dollarama qui est absolument exceptionnelle. On parle quand même d'une croissance de 48 annuelle sur les 5 dernières années. L'autre, c'est quand même pas mal non plus. À 30 c'est pas mal. Oui, mais on est derrière encore. Oui, on suivait quand même, peut-être à venir, peut-être les 6 derniers mois. Dans les 6 derniers mois, Dollarama a continué de progresser. Dollar Tree s'est replié. Là. Nous, on pense en faire une occasion. Dans le cas de Dollarama, très belle société, mais en termes d'évaluation, on trouve que le titre est trop cher. Il est trop cher là, à l'heure actuelle? À notre avis, oui. Parce qu'il est à quoi, là? C'est comparable, là, si je regarde, lui, il est à quoi? Bien, à 33 fois les profits, ça commence à être cher. Ça commence à être cher, exactement. Dans le cas de Dollar Tree, ça va être difficile à voir au niveau des résultats financiers là, dans les prochains trimestres parce qu'il y a beaucoup de charges d'intégration. Mais on évalue, on exclut ces charges d'intégration-là. On pense que le titre transige environ à peu près à 15-16 fois les profits de l'année prochaine. Donc, c'est quand même pas très cher. Là. Bon. L'autre, ODFL, on va commencer en tout cas. Puis ça, c'est Old Dominion Freight Line, c'est ça? Oui, exact. OK. Alors, ça, c'est transport? Transport. Par contre, c'est dans un créneau assez spécialisé, c'est un transport de charges partielles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les charges partielles? C'est quand on veut livrer de la marchandise, mais qu'on n'est pas capable d'avoir un plein camion. OK. Donc là, ça demande beaucoup plus de logistique, parce qu'on a plusieurs commandes à l'intérieur d'un même camion qu'on va amener dans un centre de distribution, qu'on va trier et qu'on va... redéployer par la suite. Exactement. Mais est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Parce que je regarde le titre depuis un an, il a souffert pas mal. Oui, il a souffert parce que tout le secteur industriel aux États-Unis, avec le repli dans le secteur énergétique, c'est plus difficile. Mais oui, il y a un avenir. Parce qu'il y a une dynamique qui se passe dans le camionnage en ce moment, c'est que les gens qui sont de taille moyenne ont de la difficulté à arriver. Donc, les plus gros joueurs gagnent des parts de marché. Comme dans le cas de Old Dominion Freight Line, on se doit d'être à la fine pointe au niveau de la technologie. Ça demande des investissements importants. Quand on a peut-être 6 000 tracteurs, on est capable de le faire.
Dans le cas d'une compagnie qui en a 200, 300, on n'a pas les moyens d'investir pour... Puis la progression, en tout cas, en termes de revenus, en termes de bénéfices, c'est quand même pas mal. On parle de 20 là. Oui. En termes de revenus, c'est pas beaucoup, là, quand même. 2,8, 3, 3,3, c'est une progression lente, là, quand même. Oui, mais ils investissent, ils gagnent des parts de marché. Si on Mm-hmm. regarde au niveau national, ils gagnent des parts de marché. Et nous, on pense qu'ils vont continuer de gagner des parts de marché. La tendance devrait se maintenir. Les petits joueurs vont perdre des parts de marché, ils vont devoir vendre à des plus gros joueurs. Pas beaucoup de dettes non plus, ça, quand même. C'est ce qu'on aime beaucoup dans le transport, malgré tout, c'est quand même pas mal. 200 millions de dettes, c'est presque rien sur une capitalisation. Si on regarde l'encaisse qu'ils ont, puis les fonds qu'ils génèrent, c'est pratiquement rien. Ça peut être remboursé en 2 trimestres. Là. Parce qu'il va chercher quand même 32,36 $ de revenus par action. C'est quand même pas mal non plus. Réussir à aller chercher un 3,44 de bénéfices nets annuellement. Oui. Alors, puis les ratios sont quand même bons. Là. Retour sur le capital de 18 20 sur ses actifs. Et c'est ça, le rendement en capital est très bon et il continue d'investir. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça devrait générer une bonne croissance dans le futur. Là. Merci beaucoup, Marc. On va retrouver un petit peu plus tard dans l'émission. Restez des nôtres. On va parler un peu de fiscalité aussi. Parce que de l'investissement sans la fiscalité. Et j'aimerais ça peut-être enchérir un peu sur ce que disait Paul-André Pinsonneau concernant la possibilité de hausse de taux d'intérêt. Je vous montre le tableau tout de suite parce qu'on va vous le montrer régulièrement à l'avenir. Il y a un tableau de probabilité de hausse de taux d'intérêt chez nos voisins américains. Et on remarque en tout cas que pour cette année, la possibilité d'une hausse de taux demeure quand même relativement faible. On peut voir le tableau, même si c'est décrypté un peu. Là. Regardez bien, là, avant janvier, là, regardez, là, c'est en bas de 45 %. C'est pas énorme. Et comme nous le disait Paul-André, 59 % pour le mois de mars de l'année prochaine. Mais beaucoup disent que ça ira pas avant le mois de juin. Regardez, là à 73 % il était quasi certain qu'il y aura augmentation de taux. Et pour ce qui est de l'an prochain, combien de points de pourcentage, les probabilités là, se situent à peine pour 50 points de base l'année prochaine. C'est pas énorme, là. Quand on parle de taux d'augmentation, Marc Lécuyer, tu te dis, est-ce que ça va changer le monde, là, 1,5 % sur un an? Non, mais c'est l'indication. Hein? Puis quand on va avoir monté de 0,5 %, les gens vont anticiper les prochaines hausses, donc le marché regarde toujours un petit peu en avant. Oui. Donc si on commence à dire qu'il va y avoir d'autres hausses qui s'en viennent... Mais le marché réagit drôlement. À chaque fois qu'il y a une possibilité, il y a juste un petit bout de phrase là, dans le communiqué de la Fed, puis là, c'est la panique totale. Le lendemain, ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Et lors de la dernière réunion de 2 jours, la journée même, ça avait été l'enfer. Le lendemain, ça s'est replombé en se disant, ben, il n'a pas eu de hausse finalement. Faut relativiser un peu, là, parce que ça fait longtemps que Janet Yellen nous avertit qu'il va en avoir une. Oui, à court terme, les marchés réagissent de cette façon-là. Par contre, pour les investisseurs à long terme comme nous, nous, on préférerait que les taux soient un petit peu plus élevés. Je veux dire, si monter les taux à 1,5 ou à 1 %, ce serait encore très faible. Hein? Ce ne serait pas un frein important à l'économie, mais ça serait un signal que on n'est plus dans la situation de crise qu'on était en 2009. Là. Parce que c'était normal d'avoir un 10 ans à 2 %. Là. Bien, le 10 ans à 2 % même si on montait les taux à court terme à 1 % ça ne veut pas dire que le 10 ans irait nécessairement non, c'est ça. Il aimerait pourtant que ça grimpe un peu, là, sur le long terme, un peu plus long terme. Bien, sur le long terme, je ne sais pas si l'objectif, c'est d'affecter les taux à long terme, là, dans le moment. Je pense que... Pas certain de ce côté-là? Non, non, je pense pas. Au contraire, ça favorise l'investissement. Je pense qu'ils veulent garder ça faible. Mais à court terme, je pense que ce serait un bon signal. Je pense que peut-être, si on regarde peut-être pas la journée même, là, mais 6 mois, 1 an après, je pense que ce serait un peu Parce qu'avoir des taux aussi bas, avec une inflation qui, quand même, demeure relativement basse, c'est moins de 2 %, on voit rien ici au Canada avant 2017. Là, mais c'est surtout que ça distorsionne les marchés. Hein? De l'aveu même de la Fed, le but, c'était d'augmenter la valeur des actifs, hein, que ce soit l'immobilier, les actions, pour favoriser la consommation. Bon, est-ce que cet effet-là désiré s'est matérialisé? C'est pas certain. Il faut faire attention aussi, parce que tu as la devise américaine qui a joué des mauvais tours à bien des entreprises. On l'a vu dans les résultats financiers de la semaine passée. Comme le mentionnait Paul-André, cette semaine, c'est 242 qui vont publier, dont plusieurs compagnies internationales qui sont affectées directement par une devise qui est trop forte. On le voit déjà, juste à l'image des premiers résultats qui sont sortis des entreprises américaines. Si on est lié, si on exporte, ça fait que c'est très difficile. Mais aussi, même si on est présent à l'international, et la plupart des grandes compagnies du S&P
S&P 500 le sont. Bien, quand on rapatrie ces profits-là en dollars américains, ils sont moins élevés. Bien, une entreprise qui est exportatrice, c'est bien Mead Johnson, là, qui est spécialisée dans le lait maternisé, entre autres. Là. Oui. C'est en famille, je pense que... En famille, c'est ça, Mead Johnson. Peut-être, là, dans la marque la plus connue, là. Ben, avec Similac. Similac. Ils sont numéro 1, numéro 2 dans à peu près tous les marchés. Mais c'est exactement ça. La société réalise une grosse partie de ses profits. Là. Je pense que 70 et plus de ses ventes et de ses profits qui sont réalisés à l'extérieur des États-Unis. Donc, dans ce moment, lorsqu'on rapatrie ces profits-là aux États-Unis, bien, ils sont plus faibles. Effectivement, parce que il n'y a pas un gros... Il me semble qu'il n'y a pas de croissance là-dedans. Est-ce que c'est une compagnie qui est rendue mature à ce point-là? Non, parce qu'ils génèrent encore de la croissance. Dans les pays émergents, il y a de la croissance. Dans les secteurs industrialisés, c'est certain que c'est mature. Hein? Le lait pour nourrissons, là, je veux dire, le nombre de naissances n'explose pas dans les pays industrialisés, au contraire. Mais dans les pays émergents, on a une classe moyenne qui se développe, qui a les moyens de se payer ces produits-là. Et les gens sont très captifs. Hein? On est prêt à payer cher pour ce qu'on va donner à notre bébé de 6 mois ou de 1 an. On fait confiance aux marques comme Similac ou En Famille. Et les gens sont prêts à payer une prime pour ça, ce qui se traduit par des marges très élevées pour une société comme Mead Johnson. Bon, là, bien sûr que la devise américaine a dû y faire mal. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le titre a chuté? Ou oui, c'est en grande partie pour cette raison-là. L'autre point, c'est que c'est un peu plus difficile en Chine. C'est le plus gros joueur en Chine. Et dans le moment, les gens sont un petit peu réticents moi, je dirais, à payer pour le lait. Très bien, on va faire une pause. On vous revient avec Marc Lécuyer de Cossan et on répond à vos questions tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire directement sur la page Facebook de On s'investit. Vous allez sur la page, vous mettez un commentaire et directement, je vais recevoir justement votre commentaire ou encore votre question. Et c'est le cas de notre première question qui vient d'Alex de Trois-Rivières. Marc, il voudrait avoir, lui, une analyse du titre Pacific Exploration. Avant, c'était Pacific Rubiales Energy. C'est une entreprise qui œuvre en Colombie, si je me rappelle bien, dans le domaine du pétrole et du gaz naturel, qui a perdu beaucoup de valeur. Qui reste en croissance de revenus, mais qui a beaucoup d'endettement sur les actifs. Est-ce que c'est un bon investissement? Si je juge en horizon de plus de 5 ans. Ça va dépendre de ce qui arrive aussi au prix du brut. Oui, au prix du brut, mais même si le prix du brut remonte dans 2-3 ans, ils n'auront peut-être pas le temps de se rendre. L'entreprise a beaucoup de dettes. Ils ont fait un succès, là, mais depuis quelques années, c'est beaucoup plus difficile. Avec la baisse du prix du pétrole, ils se retrouvent dans une situation où ils perdent de l'argent sur leur production. Ils sont obligés de réduire leurs investissements de façon très importante, et ce qui veut dire une diminution de la production au cours des prochaines années. Ils n'ont pas le choix de vendre des actifs. Donc, ils produisent en ce moment en Colombie, mais ils ont exactement ils font de l'exploration dans d'autres pays, comme au Pérou, au Chili, dans cette région-là. Comme au prix actuel, c'est pas le temps d'aller faire beaucoup d'investissements en exploration? Non, mais là, leur stratégie, c'est de vendre des actifs pour réduire la dette. Mais les actifs, dans le moment, c'est pas facile de vendre des actifs avec un prix du pétrole à 45 $. Non, effectivement. Donc, ils sont dans une situation très précaire. Parce que tu as 4,6 milliards sur une évaluation de dette sur une évaluation de 880 millions. Oui, ça indique... En partant, là, je suis parti, là. Je suis très loin, là. Tout à fait. Et surtout que tout est négatif. Tu regardes les ratios coût-bénéfice, tu regardes les marges brutes. Même la marge brute est à moins 24 %. Non, ils ne font pas d'argent en ce moment avec un cours du pétrole à 45 $. Le seul moyen, je pense, pour que l'entreprise passe au travers, c'est que le prix du brut remonte et rapidement. Pas dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut qu'il remonte rapidement pour qu'ils soient capables de vendre des actifs à un prix raisonnable et réduire l'endettement. Mais je ne miserai pas sur ce titre-là. Bon. Benjamin Couture qui nous écrit et qui, après la chute incroyable de Valiant la semaine dernière, qui a entraîné tout le secteur, est-ce que c'est le temps ou un bon point d'entrée pour CXR à Toronto, qui est Concordia Healthcare? C'est similaire un peu à Valiant. Oui, c'est un peu le même modèle d'affaires, d'acquérir des sociétés, de profiter un petit peu de l'arbitrage fiscal en étant basé au Canada.
de couper les dépenses, d'augmenter un peu les prix. Le problème avec Concordia, c'est qu'ils viennent de réaliser une très grosse acquisition. Et ils ont ajouté beaucoup de dettes. Ils ont été chanceux parce qu'ils ont réussi à émettre des actions à 65 US il y a moins d'un mois. Donc, on parle de près de 80 l'action. Le titre a chuté de 50 depuis ce temps-là. Mais on l'a dit tantôt en début d'émission, si le modèle d'affaires n'est pas valable à long terme, ça va être difficile pour Concordia. Surtout qu'ils ont un niveau de dette excessivement élevé en ce moment. Donc, j'éviterai le titre. À 30 fois les bénéfices, là, il est cher en bobette, lui aussi. Oui. Non, mais... Puis tu regardes, ça fait pas beaucoup d'argent. Tu regardes, les marges sont quand même relativement minces. Là. Même en comparant vers les Ents, les marges sont quand même minces avec le comparable, puis avec une dette de presque 1 milliard aussi. Là. Oui. C'est beaucoup d'argent. Donc, on laisse ça de côté. OK. On va y aller avec Marcel de Longueuil, qui a 2 titres. On va y aller tout de suite avec LNR, qui est Linamar Corporation. Qu'est-ce qu'on pense du titre de Linamar? Je ne sais pas si c'est pas un petit peu tard pour regarder le titre de Linamar. Bon, les pièces automobiles, c'est un secteur qui a très bien fait depuis 4 ans. Hein. On le sait, on a connu un creux en 2009-2010. Ça a pris fortement. Une entreprise comme Linamar en a bénéficié actuellement aussi de la faiblesse du dollar canadien, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'activités au Canada. Dans le cas de Linamar, là, ils s'aventurent en Europe. Hein. Ils font une acquisition en France. Si on regarde les sociétés nord-américaines, canadiennes qui ont essayé d'investir en France, ça n'a pas été des grands succès. C'est très difficile d'opérer en France. Quand on veut rationaliser, c'est pas facile. Donc, je ne sais pas... société qui a quand même connu du succès, mais je pense qu'il était un petit peu tard pour rentrer dans le titre en ce moment. C'est pour ça qu'il a décroché sur l'acquisition française? Ou... je ne sais pas si c'est vraiment suite à l'acquisition, là, mais il s'est replié un petit peu récemment. Là. Effectivement. Et l'autre, c'est toujours dans les pièces automobiles également, c'est Magna International, l'entreprise qui est complètement transformée là, dans les 5 dernières années. Là. Depuis le départ de M. Stronach et de sa fille, le rachat des multivotantes, une forte prime, qui a été critiquée à l'époque, mais qui aujourd'hui a probablement été une bonne décision. L'entreprise a bien fait. C'est un peu la même dynamique que Linamar. On a bénéficié de la forte reprise des ventes d'auto en Amérique du Nord. Eux autres sont très, très impactés, par exemple, en Europe. Là. Ils sont en Europe, eux autres. Ils sont bien implantés. Oui, ils sont très présents en Europe. En Europe, c'est plus difficile. Hein? Les ventes d'auto, c'est plutôt stagnant. Ils ont fait un succès, mais c'est un peu la même dynamique que Linamar. Je ne sais pas si j'achèterais aujourd'hui, parce que ça demeure des secteurs cycliques, hein, les pièces automobiles. Lorsqu'on reprend la pente descendante, ça peut descendre rapidement. Donc, on n'est pas chaud au secteur en tant que tel. Là. Parce qu'on regarde, là, depuis 2010, là, je l'ai mis sur plus long terme, là, disons qu'il est sur un air d'aller. Mais l'air d'aller, est-ce qu'il va continuer? C'est la grosse question qu'on peut se poser. À long terme, je veux dire, le secteur de l'automobile, c'est pas un secteur qui est en forte croissance. Les sociétés comme Linamar, Magna avaient bénéficié beaucoup du fait que les grandes sociétés comme GM, Ford, Chrysler avaient délaissé beaucoup la fabrication de pièces. On se concentrait sur l'assemblage. Cette dynamique-là est pas mal terminée. Mais le fait que contrairement à Linamar, Magna est aussi un constructeur automobile en Europe, là, pas ici, là, mais en Europe, ils ont quand même des usines de fabrication d'auto. Est-ce que ça change la dynamique par rapport à Linamar? Est-ce que tu serais peut-être plus enclin à investir dans Magna que de Linamar ou le contraire parce qu'ils ne sont pas dans la construction automobile? Je ne sais pas. Oui, bien, les gens disaient que ça pourrait pénaliser Magna à un moment donné parce qu'ils viendraient à compétitionner leurs clients. Bon, ça peut être un point d'interrogation, mais... Je pense pas que ce soit... En tout cas, à date, ça n'a pas l'air d'avoir eu un effet là, sur Magna. Là. OK. Prochaine c'est Stéphane Cadieux qui aimerait avoir s'il existe des bons logiciels pour le day trading ou le night trading payant ou gratuit en français. J'aimerais savoir quelles sont les meilleures plateformes canadiennes pour les options binaires. C'est très, très spécialisé, en tout cas, ce que vous nous posez comme question. Là. Puis des logiciels en français, là, j'en ai pas vu. Non, en français, c'est peu probable. Puis, même payant, là, pour ceux là, qui font vraiment du trading là, pur, là, que vous serviez de la plateforme Bloomberg, là, je vous le dis, c'est une couple de mille par mois. Oui, mais t'as besoin d'en faire de l'argent. Le meilleur conseil que je peux dire, c'est peut-être d'éviter le day trading. Je pense que...
la date, en tout cas, j'ai pas eu connaissance de gens qui ont fait des fortunes dans le day trading ou dans transiger activement, à part peut-être des arbitragistes, mais là, des gens qui sont excessivement sophistiqués, qui ont des moyens que quelqu'un dans son sous-sol n'a pas, là, ça c'est certain. Ça c'est clair. Puis il faut que tu sois là tout le temps. Là. Quand tu veux faire du night trading, c'est-à-dire être capable de faire des transactions sur tous les marchés. Sur tous les marchés. Puis ça veut dire que tu dors pas beaucoup, les grosses poches en dessous des yeux. Puis souvent, c'est les gens qui vont réussir, là, c'est ça. C'est très spécialisé. Les gens qui vont avoir des doctorats en mathématiques, puis les hedge funds, il y en a quelques-uns quantitatifs qu'on appelle, qui réussissent là, un peu à faire de l'argent, mais c'est pas en achetant un logiciel qu'on va réussir à faire de l'argent. En tout cas, c'est pas parce qu'on voulait vous faire peur, Stéphane, là, mais c'est tellement... moi, en tout cas, même si on a des gens là, qui viennent sur l'émission, qui en font du day trading, là, je dis pas que ça n'existe pas, faut pas fermer les yeux non plus, mais même eux-mêmes, faut qu'ils aient recours à des outils très spécialisés qui sont les options, entre autres, pour être capable de combler leurs besoins et d'être capable de faire de l'argent aussi. Parce que sans ça, transiger juste pour le plaisir de transiger à la hausse ou à la baisse sur un titre pendant une journée, il faut que tu sois chanceux en bébite, parce qu'aujourd'hui, avec les MFT, les transactions ultra rapides, c'est quasi impossible à contrer. Là. Hein? Bon, OK. Samir qui nous écrit, j'aimerais avoir vos commentaires sur Citibank, qu'il a acheté, lui, à 44 $. En fait, c'est Citigroup, là, qu'on devrait dire. Là. Citibank, c'est une filiale. Il l'a acheté à 44. Il est en profit, en tout cas, au moins. Là, il est à 52. Est-ce qu'on le garde ou si on le laisse aller? Bien, dans le cas des grandes banques américaines, c'en est une qui est quand même pas chère. Hein? Si on regarde par rapport à la valeur des actifs tangibles. Par contre, il y a une raison, c'est qu'elle ne réalise pas la même rentabilité que les meilleures banques américaines. Là, comme on peut penser à Wells Fargo, US Bank, dans les grandes banques. Nous, on préfère rester avec la qualité. Si on évite Citigroup, on préfère acheter Wells Fargo ou US Bank, comme je disais, parce qu'ils ont un meilleur historique de rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, l'écart ne se rétrécira pas entre l'évaluation des meilleurs et peut-être ceux qui réalisent un rendement de l'avoir plus faible. Mais... Tu as l'impression, des banques américaines qui nous sortent tout le temps un squelette du placard. Je pensais que le ménage était fait, que ça n'a pas de l'air complété. Mais par rapport aux banques européennes, c'est pas si pire. C'est pour ça que je veux dire, je pense pas qu'il y ait énormément de risques à conserver Citigroup en ce moment. J'aurais plus peur si j'étais dans des banques européennes. Là, il y en a peut-être encore des squelettes dans le placard. Oui, surtout ceux ou celles qui sont associés avec la dette grecque, entre autres. Là. Même si on n'entend plus parler, c'est là pareil. C'est pas juste la dette grecque. Hein, ça va être quoi la prochaine? La dette grecque, je pense qu'on connaît bien le risque. Puis je pense que les risques ont probablement été éliminés des... Mais le fait que Wells Fargo n'avait pas eu des bons résultats, là, ça c'est au mois d'août, c'est pour ça que le titre s'est effondré. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a de la pression là, pour que ce titre-là remonte encore une fois. Oui, bien, à long terme, nous on pense que ça en fait même une occasion d'achat, le repli du titre là, suite à la publication des derniers résultats financiers. Là. Parce qu'il était quoi, là? Il était à 13 fois les bénéfices. Donc, il est dans un courant un peu plus normal là, à ce moment-là. Oui, l'évaluation s'est replacée par rapport à ce qu'on a connu dans la période de crise. Mais il est plus cher que Citigroup. Mais ça vaut la peine des fois. Plus de qualité. Exact. OK. Parce que, quand même, ils réussissent à avoir quand même une bonne progression. Puis, eux aussi continuent de voir une très forte progression dans ce qu'on appelle la banque d'affaires et de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine prend de plus en plus de place au sein des banques américaines, en tout cas des banques de qualité, comme ici d'ailleurs au Canada. Mais ça fait longtemps au Canada que la tendance est amorcée. Hein? Je veux dire, les banques canadiennes ont acheté à peu près tous les coursiers depuis plusieurs années. Cette tendance-là était moins développée aux États-Unis. Mais là, on voit les grandes banques, surtout comme Wells Fargo, qui est peut-être moins présente que certaines au niveau de la gestion de patrimoine, investir beaucoup dans ce secteur-là. Extrêmement important aussi. Bien, merci beaucoup, Marc Lécuyer. Demain, je vous... il nous reste 1 minute et demie. Oh, Seigneur, j'ai coupé Marc. Encore, on parlait beaucoup banque américaine, banque canadienne. Les banques canadiennes se sont faites ramasser là, depuis une couple de mois. Les banques américaines réussissent quand même à contrôler le flot. Est-ce que à ce moment-là, on est toujours
plus positif sur les banques américaines que canadiennes? On aime beaucoup les banques canadiennes aussi. On l'a vu tantôt, Wells Fargo, 13 fois les profits. Même chose pour US Bank. Les banques canadiennes sont plus autour de 10 fois les profits. Ils sont moins chers. Ça demeure, à notre avis, des bons investissements. Les craintes par rapport à l'endettement excessif au Canada, des ménages, on le sait, l'immobilier. Ça fait 1 an qu'ils nous disent ça, puis à chaque fois qu'on regarde les résultats financiers, la première chose que je vais aller vérifier, c'est les mauvaises créances, puis ça monte bas. Non, effectivement. Il n'y a pas de problème. Il y a une chose, les taux d'endettement semblent élevés quand on regarde par rapport à l'endettement sur les revenus, mais quand on regarde le coût de servir la dette, c'est à un niveau probablement le plus faible depuis probablement 20 ans. Donc, les Canadiens utilisent une faible proportion de leurs revenus pour servir leur dette. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut quand même... Parce qu'un jour, il y aura des hausses de taux d'intérêt. C'est peut-être ça qui inquiète plus le marché. Exactement. Un jour, il y aura des hausses de taux. Ce qui est le plus important, je pense, c'est que la tendance se stabilise. Ou, en tout cas, qu'on constate une légère diminution. Mais nous, on n'est pas trop inquiets en ce moment. Là, c'est vrai. C'est terminé. Merci beaucoup, Marc. Merci également à vous d'avoir été là. On vous dit à demain, entre autres, avec Lynn Rivard. Au revoir, tout le monde.